Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de la qualification de Boston en finale NBA et de la série entre Dallas et Minnesota qui pourrait se conclure cette nuit. Pour m'accompagner, c'est Charles que j'accueille sans tarder. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Alors, il y a une semaine, Charles, franchement, il fallait mettre une pièce pour qu'on puisse deviner ce qui se passe aujourd'hui, qu'on en soit là où on en est avec Boston qui est déjà parti pour les finales NBA après leur qualification, un sweep d'Indiana la nuit dernière, et on a Dallas qui est devant 3-0 face à Minnesota, et franchement, je suis totalement désabusé par ces playoffs. Toutes mes prédictions, tout ce que je m'attends à voir, rien ne se passe comme je pouvais le prédire. Ouais, c'est difficile. C'est difficile aussi parce qu'il y a beaucoup d'éléments comme les blessures qui viennent un peu tout chambouler. Et c'est clair que voir Dallas mener 3-0, on s'y attendait pas. Et pourtant, toi comme moi, mettions Dallas plutôt favori de cette série, mais que ça aille à ce rythme-là, on s'y attendait pas. Même si, bon, quand tu regardes les matchs dans le détail, oui. Bon, les matchs ne sont pas serrés. Enfin, les matchs sont serrés, pardon. La série n'est pas serrée, mais les matchs le sont. C'est ce que j'allais dire. Mais ça, on va en parler. Il y a plein de choses à dire. Avant, j'aimerais quand même faire un petit clin d'œil, un petit hommage à Bill Walton, qui est une légende de UCLA, quasiment invincible avec cette équipe, double champion NBA en 77 avec les Blazers, c'est le seul titre de la franchise, et en 1986 avec les Celtics de Boston, MVP de la Ligue en 1978, sixième homme de l'année en 1986. Bill Walton est décédé ce lundi d'un cancer à l'âge de 71 ans. Une carrière marquée par les blessures, au pied surtout, mais aussi par un talent unique qui poussera le coach légendaire Jack Ramsey à le désigner comme le meilleur joueur qu'il ait jamais coaché. C'était un peu le Nikola Jokic de l'époque, j'ai envie de te dire, avec son sens de la passe, son intelligence de jeu. Personnellement, moi, j'ai pas trop vu les matchs joués par Bill Walton, hein, je vais pas mentir. Je l'ai plus vu et connu via les commentaires des matchs, où sa personnalité, il avait une personnalité solaire très singulière. Bill Walton, c'était toujours avec ses phrases, avec ses répliques incroyables, cette espèce d'énergie ultra positive. Voilà, c'est clairement un des grands noms du basket qui mérite que l'on s'y attarde. Pour tous ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite vraiment à vous pencher sur sa vie et pas seulement sa carrière sportive, parce que il a également beaucoup d'engagement tout au long de sa vie pour différentes causes. Et voilà, et c'est vraiment un grand du basket qu'on a perdu. Oui, clairement, c'est une légende de la Ligue, Hall of Famer, qui a vraiment marqué son époque et son poste, et qui est très souvent effectivement cité comme référence pour des joueurs comme Nikola Jokic. Donc évidemment, grand hommage. Ouais. On va commencer ce podcast avec la qualification de Boston en finale après un game 1 perdu par Indiana dans les dernières secondes de la rencontre sur une série d'erreurs, mais Charlie, je pouvais pas y croire. Je pouvais pas y croire. Je pense que cette fin de match, je l'ai rematé, je sais pas moi, 10 fois pour essayer de comprendre comment ça a pu se passer, quoi. Boston a réussi ensuite à s'imposer dans les 3 matchs suivants, dont 2 victoires obtenues dans les dernières minutes. Oui, encore une fois, les Celtics ont vu le meilleur joueur adverse manquer une partie de la série, avec la sortie de Tyrese Haliburton après le Game 2 en raison de sa blessure aux adducteurs. Forcément, ça vient alimenter les discussions sur la qualité de l'opposition durant cette campagne de play-off côté Boston. Mais j'ai envie de dire, les hommes de Joe Mazzulla ne choisissent pas leurs adversaires, ils ne sont pas responsables des blessures des autres joueurs, et on ne peut pas leur enlever le fait que leur effectif est extrêmement bien rodé, qu'il a su répondre présent dans les moments décisifs la majeure partie du temps, et qu'ils sont désormais en finale NBA pour la 2e fois en 3 saisons, cette fois avec un style de jeu complètement repensé autour d'un effectif hyper talentueux, dont Jaylen Brown et Jason Tatum sont les stars incontestées. Charlie, ta première réaction face à cette qualification de Boston? C'est compliqué, hein. C'est compliqué d'analyser le parcours de Boston parce qu'effectivement, tu l'as dit, ils ont eu des On n'arrête pas de le circonstances. dire, ça. Voilà, c'est ça. C'est difficile de trouver le juste ton pour parler de cette équipe qui est en finale NBA aujourd'hui en n'ayant perdu que 2 matchs dans sa campagne de playoff, mais qui
sincèrement, n'a quand même pas convaincu grand monde sauf les fans. Alors, est-ce que c'est de leur faute? Évidemment que non. Ils vont pas on peut pas leur faire le reproche du fait qu'il y ait eu autant de circonstances favorables. Ça fait partie du jeu. Chaque saison, certains parcours sont simplifiés par les blessures adverses. Malgré ça, c'est absolument pas une garantie d'aller jusqu'en finale. Ça aussi, chaque saison, on le voit. Bon, il faut bien comprendre que, en fait, ce parcours, on leur en fait pas du tout le reproche. Je vois ces derniers jours sur les réseaux sociaux des fans de Boston qui trouvent que les observateurs NBA leur font un procès injuste. On n'est pas du tout en train de remettre en question la capacité de Boston d'aller en finale, qu'il y ait eu des blessures en face ou pas. Par contre, ce parcours plutôt simple limite forcément notre capacité à analyser les forces de cette équipe. Ça, c'est une évidence. Bon, maintenant, bah, il faut faire avec. Ils ont un parcours qui est extrêmement dominant. C'est le parcours, je pense que depuis 2017 et le parcours des Warriors qui sweep toutes leurs conférences, c'est le parcours le plus dominant qu'on ait vu. Bon, c'est comme toujours en fait. On peut choisir de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Le verre à moitié vide, c'est de se dire qu'ils ont eu très très chaud sur plusieurs matchs dans cette campagne de playoff, sur plusieurs matchs dans cette série. Être sauvé par un Al Horford de 37 ans quand t'es à ce point supposé être supérieur à ton adversaire, c'est pas normal. Voir un joueur comme Nembhard leur planter plus de 30 points sur la tronche, c'est pas forcément rassurant pour la suite non plus. Fais Mais d'un attention autre de comment côté, tu parles d'Andrew. Hein. non, mais attention, je critique pas du tout le joueur, tu vois, c'est pas ça que je dis, mais c'est pas forcément le joueur que tu t'attends le plus à le voir briller dans une finale de conférence. Mais d'un autre côté, on peut aussi se dire qu'ils ont montré qu'ils étaient capables de se faire violence, d'aller chercher un résultat même en subissant dans une rencontre mal engagée, qu'ils ont pas concédé de match dans cette série face à Indiana. Alors ok, Haliburton n'était pas là, mais enfin au premier tour, Butler n'était pas là non plus, ça les a pas empêchés de perdre un match. Donc ouais, c'est difficile aujourd'hui de dire que Boston est en finale parce que ils ont dominé tout le monde de la tête et des épaules sans prendre en compte le fait que voilà, ils ont eu toute une série de circonstances favorables. Maintenant, moi je trouve quand même que le boulot a été bien fait sur cette finale à l'Est. Complètement. En fait, c'est factuel de dire que toutes les équipes qu'ils ont rencontrées ont toutes eu des joueurs majeurs, voire leurs joueurs majeurs. C'est Butler à Miami. Euh, comment il s'appelle Mitchell à Cleveland Et Allen, Et Allen qui était absent dès le départ de la série, qui est dans le 5 majeur, et Tyrese Haliburton côté Pacers. Bon, parce qu'au Heat, c'est pareil, il n'y avait pas Terry Rozier non plus. oui, c'est vrai. Mais là, je parlais les numéros 1 de chaque équipe, quoi. Mm. Qui était pas là ou partiellement absent. Ça, Boston n'y peut rien. Factuellement, c'est vrai. Boston n'y peut rien. Et comme tu dis, on peut aussi voir le parcours de Boston à travers le fait, enfin, là, cette série face à Indiana est un parfait exemple. Les Pacers avaient un taux de probabilité à 90% de victoire dans les matchs 1, 3 et 4, Oui. selon ESPN. Ils ont perdu les 3 matchs. Ils étaient devant 117-114 à 9 secondes de la fin dans le game 1. Tu perds jamais un match comme ça. Ils étaient devant 109-101 avec 2 minutes et 25 secondes à jouer dans le game 3. Et là, dans le game 4, la nuit dernière, ils étaient devant de 8 points avec un peu plus de 5 minutes à jouer. Bravo à Boston. Exactement. À Derrick White, à Jalen Brown, à tous les mecs qui ont mis des tirs clutch, qui ont augmenté le niveau en défense pour forcer les pertes de balles. Voilà, on peut aussi le voir comme ça. On n'est pas obligé de dire ah dis donc les Pacers ont foiré. Non, il y a aussi Boston qui a extrêmement bien joué. Leur capacité d'exécution en fin de match est indéniable. Et pour le moment, je veux dire, il n'y a aucune raison de douter de leur capacité à continuer ainsi. On verra bien en finale ce qui se passera, mais c'est pas du tout écrit qu'en finale ils réitèrent pas exactement cette faculté qu'ils ont de finir les matchs avec autorité, quoi. Mais d'autant plus que ça répond à un des doutes qu'on avait sur cette équipe, c'est la capacité à se faire violence, à inverser le destin d'un match dans lequel ils sont dominés. Tout ça, c'est des choses qu'on avait évoquées comme étant une des faiblesses possibles de cette équipe qui, honnêtement, en saison régulière, ne montrait quand même
pas beaucoup de défauts, pas beaucoup de points faibles. Là, effectivement, le score de cette série, il est très sévère parce que Boston a été extrêmement sérieux dans les moments importants, là où Indiana a plutôt souffert d'un manque d'expérience et d'un manque de maîtrise. Mais c'est clair que cette série, elle se décide, enfin en tout cas l'ampleur du score se décide sur la maîtrise du money time et de ce point de vue-là, Boston a extrêmement bien répondu dans les moments clutch. Ça c'est une évidence. T'as cité tous les scénarios de match qu'on a vus depuis le début de la série. C'est clair que de ce point de vue-là, Boston a été très impressionnant. Il y a un chiffre extrêmement drôle que j'ai trouvé, donc que je voulais te soumettre, Charlie. Jason Tatum et Jaylen Brown ont joué 102 matchs de playoff ensemble. C'est le 5e plus haut total par un duo sans jamais avoir gagné le titre de l'histoire de la NBA. Okay. Auparavant, le duo, enfin le dernier duo à avoir accumulé comme ça des matchs sans gagner de titre, c'était Dirk Nowitzki et Jason Terry, qui ont gagné le titre en 2011 avec les Mavericks et qui avaient un total de 83 matchs joués ensemble en playoff. Dans ces duos qui n'ont jamais joué le titre, donc tu as Jason Tatum et Jaylen Brown en 5e position. En 4e position, tu as Reggie Miller et Dale Davis. Tu as Patrick Ewing et Charles Oakley qui ont 106 matchs joués ensemble et qui n'ont jamais gagné le titre. C'était 105, Reggie Miller et Dale Davis, pardon, j'ai pas dit le chiffre. 110 matchs joués ensemble sans gagner de titre, Jerry West et Elgin Baylor. Et de loin, le duo le plus à plaindre, John Stockton et Karl Malone. Évidemment. 172 matchs de playoff joués sans aucun titre. Les pauvres. Merci Michael Jordan. Oui, c'est ça. Salaud. Hein. Bref. On peut parler quand même un peu d'Indiana. Je trouve qu'il sort la tête haute de ses playoffs malgré le sweep. Comme tu l'as très bien souligné, tous les matchs étaient disputés. Ils ont joué un basket ultra compétitif à chaque rencontre. L'addition de Pascal Siakam, dont on avait parlé, toi et moi, c'était pas facile de prédire que ça allait impacter à ce point le jeu des Pacers. Et franchement, ce cap, ils l'ont déjà franchi avec lui. Et je pense que la priorité potentiellement de cette intersaison pour Indiana, c'est de le re-signer. Il doit signer un nouveau contrat. Il va être agent libre. Andrew Nembhard, joueur de 2e année, a clairement prouvé sa valeur. Et je trouve que à l'avenir, il va falloir qu'il ait plus de responsabilité sur le terrain. Et il y a un truc qui m'a vraiment saoulé quand je regardais le match hier soir. C'est le fait que les commentateurs disent « Ah, le meneur remplaçant, Andrew Nembhard, incroyable ». Mais sauf qu'en fait, il a été titulaire sur la quasi-totalité de ses matchs en carrière, ce mec-là. C'est pas du tout un meneur remplaçant. Non, c'est pas un mec de sortie. Non. Enfin bref, ça m'a fait rire. Tyrese Haliburton doit apprendre de ses playoffs. Il doit gagner en constance dans sa production. Il doit continuer à progresser en défense, notamment dans sa capacité à être efficace dans une défense collective, pas forcément en un contre un. On lui demande pas d'être Tony Allen du jour au lendemain, mais juste de pouvoir à peu près tenir la baraque quand tu arrives en playoff et qu'il soit pas en permanence ciblé par les défenses adverses. Ben Sheppard a été une révélation selon moi. Miles Turner sera un contrat expirant cet été, tout comme TJ McConnell. On verra ce que Indiana va décider de faire. Obi Toppin est arrivé en fin de contrat. Je rappelle également que Indiana n'avait pas Bénédicte Mathurin qui sera de retour la saison prochaine. Jarrett Walker, leur rookie de cette saison, devrait gagner, je pense, des minutes dans la rotation la saison prochaine parce qu'il a montré des belles choses pendant la régulière. Franchement, l'avenir d'Indiana est plutôt positif. Ouais, je suis d'accord. Alors effectivement, là, le résultat final, le sweep, c'est dur parce qu'on l'a dit, les scénarios du match font que ça aurait pu être très différent, mais la blessure d'Haliburton, la jeunesse de cette équipe, moi je suis pas choqué par le fait qu'il se soit fait sweeper. Mentalement, ça devait être dur de voir tous ces matchs prenables leur échapper. C'est pas des machines, les mecs. Et en plus, on parle d'une équipe qui n'était pas programmée a priori pour aller aussi loin. C'est beaucoup d'erreurs. Enfin, le match 1, c'est eux qui le perdent, ce match. Je suis désolé pour le coup. Mais en fait, tous les matchs. Ils foirent, ils perdent des ballons, ils prennent des tirs débiles, des passes. Tu te dis, mais comment vous... Et ça, c'est clairement un manque d'expérience, un manque de lucidité. Le coaching aussi peut peut-être hardir, je sais pas. Ouais, voilà, ça je suis d'accord. Alors, en fait, pour moi, tous les matchs, en fait, ils le perdent
ils le perdent sur des détails, ils le perdent mais après, c'est ça le très très haut niveau, c'est ce qui sépare les équipes qui visent le titre des autres, tu vois. Il y a cette nuit aussi, il y a des petits détails qui font mal. Le loupé de McConnell sur un lay-up facile à 8 minutes de la fin, ça peut paraître C'est hyper clair. anodin. Tu vois, ça peut paraître hyper anodin, mais en réalité, c'est ce panier-là raté. À ce moment-là, ils sont à +9 et dans la foulée, c'est terminé en fait. Dans la foulée, tu as un 3 points de Jaylen Brown. Petit à petit, l'écart Ça, fond. ouais. Boston reprend l'avantage à 40 secondes de la fin et c'est rideau. Alors attention, moi je veux pas taper sur McConnell, j'adore ce joueur, mais c'est des détails de ce genre qui font qu'Indiana n'a pas pu faire douter Boston jusqu'au bout dans cette série. Maintenant, oui, tu l'as dit, moi je pense que c'est une saison qui est très positive pour Carlisle et pour ses hommes. Tu as cité tous les joueurs qui ont soit confirmé, soit ont émergé pendant ces playoffs, les Haliburton, Nembhard, Nesmith, Shepard, etc., etc. Tous ces mecs-là peuvent avoir un impact en playoffs, ils sont capables de répondre présent dans les moments chauds, et c'est une donnée qui est hyper importante pour l'avenir de la franchise. Complètement, ouais. En fait, cette campagne de playoffs, il faut la prendre comme ça. Elle doit servir, en fait, elle doit guider le front office pour faire les bons choix cet été et faire passer un cap à cette équipe qui, on l'a dit, est très jeune. C'était les premiers playoffs d'Haliburton. Bon, voilà, même l'association Siakam et Haliburton, en réalité, elle est jeune, d'autant plus que on l'a déjà dit plein de fois, Haliburton, quand il est revenu de blessure, il n'était pas en rythme, enfin, c'était pas le même joueur. Donc, c'est hyper positif pour eux. Je pense que ça doit être dur moralement de finir sur un score aussi sévère. Mais encore une fois, cette équipe, elle n'était pas programmée pour jouer les finales de conférence dès cette année. C'est une équipe qui a l'avenir devant elle pour autant que le front office fasse les bons choix. Maintenant, quand je vois l'ambiance qu'il y a dans cette équipe, dans ce groupe, etc., toute l'année, moi, j'ai regardé quasiment tous les matchs d'Indiana parce que vraiment leur attaque, c'était un bonheur à suivre, la circulation de balles et tout, c'était génial. Je pense que tout le monde a envie de rempiler, tout le monde a envie de rester, tout le monde a envie de voir jusqu'où ce groupe peut progresser et c'est vraiment ce que j'espère. Ouais, je t'avouerais que Carlisle, pour le coup, je m'attendais pas à être déçu par Rick Carlisle Moi non plus, ouais. et je l'ai été. Ouais. Je l'ai été. Après, il a pris ses responsabilités, notamment à la fin du game 1, où franchement, c'est à s'arracher les cheveux ce qui s'est passé dans ce final du premier match. Et il a pris ses responsabilités. Il a dit voilà, clairement, j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Il y a des décisions que j'ai pas prises et que j'aurais pu prendre pour aider mes gars et ça n'a pas été fait. Et et ouais, la bataille du coaching, pour le coup, c'est pareil. Tu vois, Joe Mazzulla, on lui tombe sur la tronche en permanence. Je pense on peut applaudir des deux mains et dire que, bah voilà, il y a eu des vrais ajustements de son côté. Enfin, en tout cas, il s'est pas fait out-coacher par un gars qui a gagné le titre il y a 13 ans, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, pendant la preview, on avait dit que la bataille des coachs était peut-être un des seuls domaines où Indiana avait plus de certitude que Boston. Bah, ça s'est pas vu du tout sur la série, au contraire. Hein. Je trouve que Mazzulla a fait du bon boulot. Ses choix sont pertinents, qu'il s'agisse de ses rotations, l'inclusion de Tillman, par exemple, qui avait quasiment pas joué lors du premier tour et sur la fin de série face aux Cavs. Les choix défensifs qu'il a fait, c'est du bon boulot et c'est rassurant. Carlisle, par contre, effectivement, je suis d'accord avec toi, j'ai pas tout compris. Je pense qu'il y a des moments, par exemple, dans le Money Time où il aurait pu plus mettre le ballon à l'intérieur, plus profiter de l'avantage de taille que ses joueurs avaient. Bon, j'ai vu qu'il avait été critiqué. En fait, ça m'énerve un peu parce que je trouve qu'il est critiqué sur des trucs qui sont pas les plus choquants. Tu vois, par exemple, j'ai vu qu'il avait été critiqué sur le fait de pas prendre de temps mort dans le match 3. Ben, moi, je comprends très bien en fait pourquoi il prend pas de temps mort. Ces dernières années, on a vu énormément de coachs fonctionner comme ça, surtout quand leur équipe brille en transition, sur attaque rapide. Indiana n'a pas dans son effectif un mec capable de scorer sur n'importe quelle défense. Si tu avais un mec comme ça, comme un Luka Doncic, tu prends un temps mort pour t'assurer que ton star player a la gonfle entre les mains dans la dernière possession. Mais si t'as pas ce profil-là, je peux tout à fait comprendre le choix de miser sur le fait de prendre la défense adverse de vitesse avant qu'elle se mette en place. Ça n'a pas payé, mais c'est un choix que moi je trouve pas aberrant du tout. Là où j'ai eu plus de mal, je te dis, à comprendre ouais, le fait de pas profiter du secteur intérieur d'Indiana dans le Money Time. Ouais, Ça, je comprends complètement, ouais. En fait, les Celtics, il y a deux choses que j'ai hâte de voir en finale NBA, à quel point ça va tenir ou pas. On aura le temps de faire la preview. Hein. D'ailleurs, je donne rendez-vous aux auditeurs la semaine prochaine. Je pense que toi et moi, on va se faire la preview mardi prochain également. On est parti sur un rythme du mardi désormais. On verra quand est-ce que se termine la série entre Minnesota et Dallas, mais je pense qu'on n'est pas complètement fou si on programme ça pour le mardi 4 juin. C'est de voir si Boston est capable de maintenir
son côté clutch, c'est-à-dire que cette saison, ils sont à 25 victoires, 12 défaites dans les matchs joués, décidés avec 5 points d'écart à 5 minutes de la fin, ce qui est plutôt ce qui est un très très bon ratio et un meilleur ratio que ce qu'ils ont dans les précédentes itérations de cette équipe. En 2022, quand ils vont en finale NBA, ils étaient beaucoup moins solides dans les moments décisifs des rencontres. Donc voilà, et puis c'est cette capacité défensivement à vraiment freiner l'attaque adverse quand le match devient sérieux, quoi. Quand il faut avoir des stops, et avoir cette capacité à faire des stops en défense, c'est absolument primordial à ce niveau de compétition. Et là, pour l'instant, ils arrivent toujours à produire ce qu'il faut en défense, ce qui alimente aussi leur attaque, j'ai envie de dire. Donc ils ont c'est double bénéfice, quoi. Et ça, j'ai envie Ouais. de voir si ça tient. Ouais, et puis un des éléments qui me fait plaisir et qui me rassure entre guillemets pour Boston, c'est Jrue Holiday. Il fait absolument tout ce dont cette Ouais. équipe a besoin, défensivement, dans l'intensité, dans la mentalité. Alors évidemment, l'élément le plus marquant, c'est cette fin de troisième match où il va chercher une action à 3 points face à Siakam avant de sortir la séquence défensive qu'il faut sur Nembhard. C'est exactement ça qu'on attend de lui, c'est de ça de cette équipe a besoin. Quand Boston a tradé Smart pour récupérer Porzingis, on avait pointé du doigt le fait qu'il y avait un manque dans cette équipe en termes de leadership, d'intensité, de capacité à faire la bonne action défensive au bon moment. Jrue est arrivé pour ça et il montre que c'est le bon choix. Et d'ailleurs, pareil, la nuit dernière, c'est lui qui va chercher le rebond offensif à 7 secondes de la fin pour tuer le match, sans offrir aux Pacers une opportunité Ouais. d'égaliser. Encore une fois, c'est des choses qui peuvent paraître être des détails, mais qui en réalité, c'est ça qui fait la différence pour une équipe qui veut aller au titre. Pour terminer sur Boston, est-ce que tu as été surpris que ce soit Jaylen Brown qui hérite du MVP des finales de conférence ou pas? J'ai vu que ça a Non, été une discussion, que certains fans de Boston présentaient la ligne de stats de Tatum en disant ah tiens, c'est surprenant que ça ne soit pas Jason Tatum le, comment dire, qui réceptionne ce Larry Bird, ce trophée Larry Bird. J'ai pas trouvé ça scandaleux personnellement. non, moi non plus, j'ai pas trouvé ça scandaleux. Après, j'ai l'impression que les fans de Boston, ils sont toujours un peu dans une posture vis-à-vis de Jason Tatum, de le défendre quoi qu'il arrive, parce que c'est clair que Jason Tatum, aujourd'hui, quand tu fais la liste des franchise players NBA, bah, c'est pas celui qui a le plus prouvé, c'est pas celui qui répond le plus présent quand il le faut, donc j'ai un peu l'impression qu'il y a ce côté de toujours vouloir défendre Tatum. Mais écoute, non, moi j'ai pas été choqué. Jaylen Brown, il fait une super série, il est extrêmement juste, il est très important dans l'attitude, il est très important dans les shoots qu'il met. Je crois que ça s'est joué à rien hein, entre lui et Tatum. Il me semble que ça se joue à 1 ou 2 votes d'écart. Je pense que ni l'un ni l'autre n'en a quoi que ce soit à faire de cette Exactement. histoire au final. Voilà, je pense qu'ils s'en contrefoutent Hmm. complètement et que de toute façon, ce qui est important pour eux, bah, c'est de gagner le titre. Hein. Ouais, Et j'espère que c'est important pour eux parce que Tatum 25 ans et Jaylen Brown 27 ans, ils ont déjà un peu d'expérience en playoff NBA. Ils savent que là, c'est quand même la saison où il faut y aller, quoi. complètement. Jason Tatum, il peut avoir fait des matchs, avoir été sur courant alternatif pendant ses playoffs. Il est clairement pas dans la meilleure adresse de sa carrière. On peut pas dire le contraire. Maintenant, je veux te dire si en finale NBA, il arrive à inverser la tendance et à rentrer les tirs quand il le faut, personne n'ira dire quoi que ce soit après lui, quoi. Non, et puis je vais même te dire un truc, c'est que si Boston gagne avec un Jason Tatum à 25% à 3 points, ça sera même pas un sujet en fait, on s'en foutra. Tout à Voilà. fait, ouais. Ouais, on verra. J'ai hâte de voir comment ils vont débuter ces finales. Est-ce que Porzingis va jouer ou pas? En théorie, il va jouer là quand même. En théorie, il va jouer. Encore une fois, je te dis, moi, les images que je vois, enfin que j'ai vues, voilà, maintenant ça date d'il y a une semaine. Mais donc il a, je sais pas, il aura eu, ça fait combien de temps qu'il est out maintenant? Oui, mais là, il est visiblement sur le match 4, il était. Enfin, ça s'est vraiment joué à très peu qu'ils reprennent sur le match 4. Là, il y a 10 jours avant les finales. Si, tu vois, s'il reprend pas, il y a un problème quand même. Ouais. Bah, après, la question, c'est clairement Oh la dans vache. quel état il sera. En fait, c'est dommage qu'il ait pas pu se tester un peu sur le parquet en match, même pour reprendre le rythme, ça aurait pas été mal. Mais bon, ouais, là, il a du temps quand même. Ce serait extrêmement étonnant qu'il revienne pas. On va parler de Dallas, Minnesota. Ces finales NBA, j'ai tellement hâte d'en parler. Entre Porzingis qui joue son ancienne équipe, où ça a été un peu tendu, hein, et il en a parlé de l'expérience, à quel point cette expérience a été un apprentissage pour lui, notamment dans son duo avec Luka Doncic.
Et Kyrie Irving, où t'as déjà les fans de Boston qui sont en train de crier fuck Kyrie Non mais après la, là tu après vas la trop vite hein, parce que qualification. Mais oui. ces playoffs ont tellement aucun sens que si ça se trouve dans une semaine on fera la preview de Alors, Minnesota à Boston, tu vois. Alors voilà, bah justement, parlons de cette finale de conférence entre Dallas et Minnesota, que des matchs serrés, et à la fin, Luka Doncic qui impose sa volonté pour permettre à son équipe de l'emporter. C'est un peu l'histoire de cette, de cette série pour l'instant. Les fans des Wolves sont probablement au comble de la frustration à l'heure actuelle. Leur C'est équipe clair. est menée 3-0, un déficit qu'aucune équipe dans l'histoire n'a réussi à combler. C'est pour ça que je parle de ça. C'est parce que, clairement, si, enfin, ça s'est jamais produit. Donc, s'ils y arrivent, écoute, pourquoi pas. Mais là, alors là, je sais même pas si je serai encore en état de faire un podcast Tu si m'étonnes. ça se passe. Alors on n'a pas Euh, dormi depuis 3 jours. je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai arrêté. Non, mais je prends ma retraite, tu vois, c'est terminé. Euh, le résultat est d'autant plus surprenant qu'ils se sont imposés au tour précédent, les Wolves, hein, face aux champions en titre. T'avais l'impression à ce moment-là que Minnesota était sur une lancée irrésistible, portée par une défense de fer et les éclats sur le terrain d'Anthony Edwards. Et j'ai envie de te dire, voilà, les Wolves ont été bâtis pour battre les Nuggets, et là, tout d'un coup, se retrouvent incapables, d'une certaine façon, de freiner les Mavericks, du moins pas quand il le faut, pas dans le money time. Et le duo Kyrie Irving, Luka Doncic leur fait mal, mais tellement mal, alors en fin de rencontre. C'est assez terrifiant. Dans le match, dans le dernier match, le Game 3, ils sont tous les deux à 33 points. Je crois que Kyrie plante 14 points dans le quatrième quart-temps. Enfin, c'est un assassinat, quoi. Dans le match 1, on a eu un Anthony Edwards épuisé à la fin du match. Le mec, il avait clairement plus de souffle. Malgré un match exemplaire de Ray Allen, pardon, Jaden McDaniels, qui était incapable de rater un tir à 3 points. Donc là, tu te dis, ok, dommage, c'est chiant, mais c'est comme ça. Deuxième match, t'as Doncic qui marque son panier assassin face à Rudy Gobert pour conclure Game 2, alors que t'as Nasrid qui est en train de marcher sur l'eau. Pareil, il pouvait pas, le mec qui balançait le ballon, c'était dedans. Là, tu te dis, ça commence à faire mal. Et puis le Game 3, Dallas qui termine la rencontre sur un run 14-3 pour l'emporter dans une liesse générale. Donc avec voilà, Doncic et Irving qui sont incroyables. Les role players côté Dallas qui sont franchement exemplaire depuis le début de ces playoffs, c'est absolument incroyable. Minnesota n'a clairement pas su trouver les réponses aux défis proposés par les Mavericks, qui, à contrario, eux, de leur côté, semblent être en mesure de trouver les failles à chaque schéma défensif proposé par leurs adversaires. Après une série sérieuse et appliquée face à Denver, Karl Anthony Towns est retombé dans certains de ses travers. Il force son chemin au cercle sans véritable plan en tête. Tu vois bien, je sais pas, t'as l'impression qu'il bourrine en fait, qu'il va comme un bourrin au cercle en cherchant les fautes. Et quand ça siffle pas, tu le vois qu'il regarde les arbitres en disant, oh, bah ouais, mais bon, si tu passes ton temps à chercher ça, tu les auras pas les coups de sifflet. Et puis il est d'une maladresse surtout qui est historique dans cette série. Oh oui. Une grosse panne d'adresse qui a un effet, ça a un effet ricochet, c'est-à-dire que ça vient limiter les opportunités au cercle d'Anthony Edwards. Anthony Edwards qui, face à Denver, t'avais Nikola Jokic qui est pas du tout un défenseur du cercle. Et puis là, tout d'un coup, t'as Gafford, t'as Lively, qui sont vraiment beaucoup plus forts pour le coup pour protéger la raquette. Voilà, là on est dans une série qui clairement je m'attendais pas à un tel résultat, Charlie. Clairement. Ouais, bah écoute, t'as dit les Wolves ont été bâtis pour battre les Nuggets. Moi, j'ai presque envie de te répondre, Doncic a été bâti pour battre le monde entier. En fait, c'est hallucinant. Non, mais vraiment, c'est la manière avec laquelle il décortique cette défense, qui est la meilleure défense de la ligue, hein, quand même, et de loin. Il faut le rappeler. Mais lui et Kyrie sont tellement forts pour s'adapter à tout ce qu'il leur est proposé en cours de match. C'est juste hallucinant. Alors oui, le score global de la série, il est dur. 3-0, c'est violent, surtout au regard des matchs que tu as évoqués et qui sont serrés, à commencer évidemment par les 2 premières manches. Mais il faut dire que Dallas est tellement fort dans le clutch, ces mecs-là sont tellement chirurgicaux, Doncic est en totale maîtrise, quel que soit le type de défense que Finch et son staff lui opposent. Enfin, waouh, c'est vraiment, je suis halluciné
par Doncic, mais pas que. Franchement, les Mavs, ils font une série qui est très très solide. Tu vois, par exemple, on a parlé plusieurs fois depuis le début de cette campagne de playoff, et notamment au tour précédent, de leurs difficultés au lancer franc. En saison régulière, c'était une des 5 pires équipes de la ligue en la matière. Face au Thunder en demi-finale, ils tournent, je crois, à 65 ou 66% de réussite. Là, sur ces finales de conférence, il n'y a rien à redire. Ils sont au-dessus des 80%. Le match 1, ils sont même à 94%. C'est pareil, en demi-finale, on avait évoqué les chiffres offensifs de Kyrie Irving face au Thunder en disant que, certes, il faisait du très bon boulot dans le jeu, mais que si les Mavs voulaient aller au titre, bah, il faudrait qu'il ait plus d'impact au scoring. Bah, aucun problème. 28 points de moyenne à 43% à 3 points. C'est dingue, c'est dingue. Et bref, voilà, ils sont vraiment impressionnants dans le sens où sur cette série-là, en tout cas, ils gomment la plupart des petits défauts qu'on pouvait leur trouver. Et puis surtout, cette série, elle est, c'est- bah, c'est le sacre absolu des choix qui ont été faits par le front office ces derniers mois. Parce que, bon, Kyrie, on va pas revenir sur le succès de son association avec Doncic, mais on avait évoqué le secteur de la lutte la lutte dans le secteur intérieur, pardon, en disant que Dallas était certainement l'équipe la mieux armée dans le secteur que Minnesota ait eu à jouer depuis le début de ses playoffs. Bah, ça se confirme. Ils font du boulot remarquable. Les choix qui ont été faits en cours de saison vraiment sont excellents. La défense collective est bonne aussi. Encore une fois, Luka Doncic et Kyrie Irving donnent l'exemple en défense. Ils se cachent pas, ils se battent. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Des mecs aussi forts offensivement qui font autant de boulot. Voilà, Jason Kidd aussi. Honnêtement, Jason Kidd, ces dernières années, quand il fallait analyser les forces et les faiblesses des Mavs, on a quand même très rarement mis son coaching dans la colonne des forces. Ouais. Bah, là, il fait du très bon boulot, que ça soit ses choix défensifs, ses choix de rotation, les temps morts qu'il pas prend. tant. Ouais, il est vraiment au niveau face à un Chris Finch sur lequel on a été extrêmement élogieux tout au long de la saison. Donc ouais, Mais je sais pas à quel point Chris Finch est critiquable. Alors on peut toujours, mais bien sûr qu'on peut toujours dire des choses, on peut toujours chipoter. Et si Dallas avait perdu 2 des 3 matchs et qu'ils étaient menés 2-1, on serait plus probablement en train de dire ah tiens Jason Kidd voilà ce qu'il a pas fait, voilà les erreurs qu'il a commises. Je pense qu'on peut toujours avoir une lecture différente des choses. La vérité, quand je regarde cette série, Minnesota, c'est Rudy Gobert qui le disait l'autre fois, Minnesota a été devant pendant longtemps dans cette série. oui. Alors j'ai pas les pourcentages de le temps effectif où Minnesota est devant au scoring, mais c'est une bonne partie des rencontres où ils sont devant, ils sont là, ils sont en contact. Sauf que le problème, c'est pas Rudy Gobert, ça c'est sûr et certain. Et Ah non. on pourra en parler plus tard si tu veux, parce que Oh clairement oui. son impact est positif. Et Ouais, bien sûr. tu peux pas comment dire, le crucifier pour une action en fin de match dans les dernières secondes face à un mec qui de toute façon punirait absolument tout le monde dans ce cas de figure, si ce n'est une petite minorité de joueurs qui seraient capables à la limite de le gêner. Bref. Le problème de Minnesota, c'est quoi? C'est l'exécution offensive en fin de match. Et c'est un problème pour les Wolves qui ne date pas d'hier. Ça a été comme ça toute la saison, sauf contre Denver, étrangement. Voilà, tant pis pour les Nuggets. Mais c'est la raison à chaque fois là pour laquelle ils se sont inclinés. Ils arrivent pas à trouver les tirs, ils arrivent pas à générer une attaque qui tienne la route. Et quand tu vois Edwards qui manque des passes qui sont, quand tu regardes le ralenti, forcément, mais il y a un manque de lucidité, il n'arrive pas à lire la passe qu'il faut faire. Luka Doncic ou Kyrie Irving, quasiment 95% du temps, ils font la bonne lecture. Et c'est toute la différence. Karl Anthony Towns n'est pas foutu de voir la passe qu'il faut faire parce que la défense a réagi et parce que les Mavericks, on peut dire, oh, leur défense, elle est patente, mais il y a des failles. Ils font des sacrifices à ce niveau de compétition. Tu fais des sacrifices défensifs. Mais à contrario des Mavericks, les Wolves n'arrivent pas à les exploiter, n'arrivent pas à les voir quand il faut. Il y a un moment dans la fin du match, je crois que c'est dans le game 3, où Edwards, il y a un shoot ouvert dans le corner à droite, il ne le voit pas. C'est même pas ça, ça commence même pas par ça. C'est Nasrid qui est décalé à gauche, il ne le voit pas. Nasrid bouge pour essayer de créer, pour dire à Edwards, regarde, je suis là, tu peux me faire la passe.
Entre-temps, la défense des Mavericks a encore bougé. Il y a une passe à droite à faire également dans le corner. Il ne la voit pas non plus. Et il finit par balancer la passe à Nasrid, mais trop tard, et à côté, et balle perdue, et Dallas récupère le ballon. Ouais. Doncic, à chaque fois, il fait la passe. Non, La mais bonne passe. c'est ça, c'est que je suis d'accord avec toi sur le sujet Chris Finch, c'est s'il y a des reproches à faire à Chris Finch, c'est offensivement. Mais là, mais comme tu l'as dit, c'est pas quelque chose qui est nouveau pour Minnesota, parce que franchement, défensivement, mais en fait, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, les types? En fait, quelque part, Minnesota, les seuls choix qu'ils ont défensivement, c'est choisir à quelle sauce ils vont se faire bouffer. En fait, les 3 matchs de cette série montrent que quand les Mavs accélèrent dans le Money Time, il n'y a pas grand chose qu'ils peuvent faire. Et c'est terrible. Et pourtant, ils tentent des choses, hein. La première mi-temps du match Carrément. 3, la première mi-temps du match 3, c'est infernal à ce niveau-là. Ils arrivent avec des ajustements défensifs, rien ne fonctionne. Ils essayent tout. Ça drop, ça blitz, il y a de la zone, ça switch, mais il y a rien à faire. Dallas rentre tout. Doncic trouve toujours la solution. Kyrie aussi. C'est infernal. Franchement, c'est infernal pour eux. Il y a eu 8 couvertures défensives différentes qui ont été utilisées sur Luka Doncic au minimum Mais oui, par les Wolves dans le 4e carton. mais oui. Blitz, drop, switch, pas de switch, prise à 2 au poste, zone 2-3. Il y a rien à faire. De toute façon, Doncic, il a absolument vu toutes les défenses et il sait quand est-ce qu'il doit faire la passe parce qu'il sait exactement dès qu'il y a un joueur qui bouge et qu'il y a ce sacrifice qui est fait par la défense en disant tiens, on va bouger ce pion-là et on va voir s'il comprend. Il le voit à chaque fois. Il le voit à chaque fois. Et quand bien même la défense est absolument nickel chrome et que la fenêtre de demi-seconde de passe, il ne l'a pas vue parce qu'il était retourné ou je sais pas quoi. Il te fait quoi? Il te fait un fade-away sur une jambe après un contact au corps du défenseur pour créer l'espace, le micro-centimètre nécessaire pour faire son shoot. Et d'une action à Qu'est-ce que l'autre. tu veux faire? Le pire, c'est que d'une action à l'autre, le type s'adapte. Parce que, par exemple, on va revenir sur la défense sur la dernière possession du match 2, là, avec pardon du mot, mais avec les abrutis qui critiquent Gobert sur cette séquence, mais c'est hallucinant. Alors déjà, je vois pas quel poste 5 en NBA aurait pu mieux faire. On peut faire la liste, mais peu importe, on s'en fout, c'est de la fiction de toute façon. Mais le pire, c'est que sur la possession précédente des Mavs, c'est déjà ce qui se passe avec Gobert qui switch sur Doncic, Kyle Anderson qui vient en aide, Doncic tente de drive, Nasrid ferme la porte et c'est une excellente défense. Sauf que le problème, c'est que Doncic, il a un cerveau basket qui est monstrueux et que 30 secondes plus tard, il se souvient très bien de ce qui s'est passé et qu'il attaque différemment et qu'il fait ce qu'il faut pour aller marquer le panier, quoi. Le reproche à faire, c'est que tu peux dire, tu peux dire que dans ces cas-là, la défense et Gobert auraient dû jouer le 2 points, c'est-à-dire tu te mets sur la hanche de Doncic pour l'empêcher de faire son step Ouais, back c'est ce qu'il fait sur l'action d'avant. et Ouais. tu le pousses à l'intérieur et tu le pousses à soit faire une passe, soit à prendre un tir à 2 points pour Que Nasrid l'égalisation. va venir contester. Ouais, non, bien sûr. Voilà. Mais jamais tu le laisses à 3 points. Ok, pourquoi pas. Bon, ça, j'ai envie de te dire. En aucun cas, tu peux isoler une action et dire Non, c'est toute la faute, c'est la faute unique et seule de Rudy Gobert. Faut arrêter le délire avec c'est ça. ridicule. Ah ouais, Sérieux, j'en peux plus. ouais, pareil. Moi, c'est J'en vraiment en peux train de, plus. le Et traitement du franchement, sujet Gobert est ouais. terrible. Et la décision de TNT de recruter Draymond Green, qui est là en train de vendre sa haine de Rudy Gobert à l'antenne, je trouve ça absolument abject. Moi, ouais, je trouve ça. Ça me révolte ce truc. Moi, je vais même te dire, je trouve ça absolument honteux pour une C'est un raison manque de qui est professionnalisme. mais même, en fait, ça va au-delà de ça. Qu'est-ce qui justifie ce choix de TNT? Attendez, les gars, on est en train de parler d'un mec. Ses récents faits d'armes, c'est éclater la tronche de son coéquipier à l'entraînement, étrangler Rudy Gobert, frapper Youssouf Nourkic au visage. On parle d'un type, il a cumulé quoi, quasiment 20 matchs de suspension sur les dernières saisons. Vous ramenez ce mec-là à l'antenne, mais c'est quoi le message envoyé là? Genre, les principes d'exemplarité, ils n'existent plus en fait dans le sport de haut niveau, mais c'est pitoyable. Et c'est C'est surtout qu'il vraiment est pas dans pitoyable. il est pas dans l'analyse, il est Et dans en l'attaque plus, il me fait personnelle ça. permanente, quoi. Exactement. Ce mec-là n'apporte rien à l'antenne. Il n'est là que pour régler ses comptes et se mettre en valeur. C'est vraiment, je trouve que c'est honteux que TNT l'ait pris et ça me fait un peu plaisir de voir que plusieurs personnalités Ouais, basket on dénonçait ça. ont dénoncé ça, ont dénoncé même sa présence. Et ouais, enfin, et en plus, je vais aller plus loin parce que tu as parlé un peu d'Anthony Edwards en disant qu'il n'était pas au niveau, qu'il faisait
pas une bonne finale, qui se trompait un peu dans ses choix, et je suis complètement d'accord. Je trouve que Anthony Edwards, c'est pratique d'être dans la position Anthony Edwards quand même. C'est très confortable, hein. Quand son équipe gagne et qu'il est brillant, il est loué par tous, il est comparé au plus grand. On nous explique que c'est la réincarnation de Jordan, etc. Par contre, quand son équipe perd et qu'il passe au travers, ça c'est la faute de Rudy Gobert. Alors ça c'est pratique, hein. C'est une position qui est quand même assez pratique. Mais bref, tout ça pour dire, non, on va quand même, pour être totalement objectif, Gobert, il y a quand même quelques trucs qui me plaisent pas de la part de Gobert. Gobert fait sa pire série en carrière en termes de rebond pris. Ça, Mais c'est un c'est problème. pas du tout une série dans laquelle Rudy Gobert Exactement. est mis en valeur et je pense que Kyrie Irving et Luka Doncic c'est la kryptonite de Rudy Gobert, clairement. Exactement. L'importance de mettre du contexte quand on fait une analyse sportive, c'est primordial. Et effectivement, c'est ça le premier truc qu'il faut dire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on avait évoqué pendant la preview. Luka Doncic, Kyrie Irving, même toute cette équipe de Dallas dans la globalité, c'est le pire match-up possible pour Rudy Gobert. C'est le pire. Le problème, c'est que quand il est pas sur le terrain, Minnesota prend la flotte de tout bord. Bien sûr. C'est ça qu'il faut souligner. J'ai l'impression que c'est important, non? Que si ce joueur-là n'est pas sur le terrain, tu te fais mais absolument étriper. Ouais. Donc quelque part, et on est en train de parler de 3 matchs perdus, certes, mais qui se jouent à chaque fois dans les dernières minutes, dans les dernières secondes. Donc, alors ouais, c'est ultra rageant de voir ce truc-là parce qu'on s'attendait à une série beaucoup plus compétitive. Et quand je parle d'Anthony Edwards, j'essaye pas de tirer à boulet rouge. Le gars a 22 ans. Oui, il a pas la lucidité qu'il faut. Il a manifestement des progrès à faire dans la création et dans la lecture du jeu. Et ben c'est comme ça que t'apprends qu'on le veuille ou non. On était prêt, voilà, à le couronner. Et je pense que les médias américains ont envie de trouver une star américaine Bien sûr. à mettre sur le devant de la scène. Quand tu vois le traitement de Luka Doncic dans les médias mainstream américains, c'est pareil, c'est une honte, Charlie. Je suis désolé, c'est une honte. Ah bah dans les analyses d'avant-série, il y avait quand même des gens qui nous expliquaient que le meilleur joueur de la série, enfin dans les médias américains, que le meilleur joueur de la série, ça serait Anthony Edwards. Oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est même pas le deuxième meilleur joueur de la série, Anthony Edwards. Je sais même pas comment tu peux regarder Luka Doncic. Alors je comprends bien qu'il est hyper clivant ce joueur parce qu'il râle, il se plaint aux arbitres. Tu peux dire voilà c'est chiant, il a un jeu. Et je trouve franchement qu'il est pas à faire des step back dans tous les sens, des dribbles dans tous les sens. Il joue un jeu très collectif, Luka Doncic. La comparaison avec James Harden, je trouve qu'elle a clairement des limites, quoi. Ouais, il est beaucoup plus juste. Il est beaucoup plus juste dans sa c'est pas du capacité tout à s'adapter. Et puis il a un jeu à mi-distance que James Harden n'a jamais utilisé de toute sa carrière, Ouais, quasiment. bien sûr. Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Et Donc, je sais pas, il y a un moment où, je sais pas. non, mais après, effectivement, Anthony Edwards, bah, en fait, on va pas, il faut surtout pas juger trop durement. Encore une fois, il a que 22 piges, ce mec-là. En plus, il a entamé la série avec une espèce de volonté de courir après Kyrie Irving, ce qui, honnêtement, quand tu es la principale arme offensive de ton équipe, tu peux pas tomber dans ce piège-là. Il faut pas faire ça, c'est une erreur. Ah, t'as des limites physiques, quoi. La bataille face à Denver a clairement laissé des traces côté Minnesota. Exactement. Et c'est normal. Que ce soit même psychologique et physique, c'est normal que ça ait laissé des traces. Tu bats le champion en titre, t'as l'impression que t'es arrivé au sommet, quoi. Sauf Oui, que c'est tout ça. d'un coup, on te dit, ah bah non, putain, t'as encore 3 heures d'ascension. Ah merde. Et cette campagne de playoff, elle est extrêmement, elle est porteuse de plein de leçons pour Anthony Edwards sur ses axes d'amélioration, sur. Tout à fait. Il y a plein de secteurs où il peut s'améliorer, il y a plein de secteurs où il va s'améliorer. Donc il faut pas être trop catastrophiste. Maintenant, il faut aussi dire quelque chose, c'est que il est comparé à la crème de la crème. Je veux dire, aujourd'hui, le backcourt Luka Doncic, Kyrie Irving, quand il fonctionne comme ça, quand il est efficace comme ça, quand il se bat comme ça, quand il défend comme ça, c'est le meilleur de la ligue. Enfin, je suis ouvert au débat, mais honnêtement, Ouais, je veux dire, toi, c'est un peu comme Denver. C'est un peu la réflexion que je m'étais faite par rapport à Denver. Jokic, si Jamal Murray et Michael Porter Jr. mettaient un tant soit peu leur tir et nous servaient pas une espèce de. Et on a bien vu dans la série quand Jamal Murray mettait ses tirs, montrer un tout autre visage. Mais si les joueurs autour de toi ne mettent rien,
alors qu'ils prennent beaucoup de tirs, ou du moins tu comptes sur eux pour forcer la défense à repenser les aides, à repenser la façon dont ils se déplacent sur le terrain. Ça change la physionomie d'un match complètement. C'est de la géométrie, le basket. Donc, si à un moment, tu rentres aucun tir, à la défense, au bout d'un moment, elle est là, ok, bon, on va peut-être pouvoir se concentrer sur tel ou tel joueur. Tu vois bien, Edwards, il a aucun espace pour pénétrer. Et Rien. dans le Game 3, il en a eu un peu plus. Mais quand t'as Karl Anthony Towns, je suis désolé, on va avoir l'impression que je tape sur Karl Anthony Towns. Et c'est un peu ça, c'est un peu vrai, mais Minnesota ne peut pas surmonter ce mec qui shoot à 13,6% à 3 points et à moins de 38% à 2 points. Tu peux pas survivre ça. Je suis désolé. Pas quand c'est un mec qui est censé nourrir ton scoring. Donc on peut dire c'est la faute à pas de chance. Tu regardes les stats au tir de Karl Anthony Towns. Oui, c'est un des meilleurs shooters, un des meilleurs big au shoot de l'histoire de la ligue, clairement. C'est pas un mensonge, ça. Là, dans cette série, il est absolument ignoble Il est en ignoble, termes ouais. d'adresse. Et ça bloque, ça change tout pour Minnesota. Ils ont Ouais. clairement besoin que ce mec-là mette des tirs. Ah oui, non, mais bien sûr, non, mais c'est ça, c'est clair. Là, à ce niveau-là, je suis tout à fait d'accord avec toi. On voit le très mauvais Karl Anthony Towns, celui qui Ah, fait mais les mauvais il est choix. horrible. L'adresse, effectivement, tu l'as rappelé, c'est horrible. C'est terrible parce qu'on avait dit en preview qu'il devait être le facteur X de cette série pour que Minnesota puisse espérer. Bah, c'est complètement raté. Et, et ouais, ces choix me fatiguent. Et pour le coup, effectivement, autant on peut trouver des excuses à Anthony Edwards de par sa jeunesse, par la défense qui est face à lui, et autant Karl Anthony Towns, il a 28 ans, il a quand même nettement moins d'excuses. Mais c'est pas le seul. Enfin, Non. dans les role players de Minnesota, il y a quand même plusieurs mecs qui répondent pas assez présents. Alors Nasrid fait du très bon boulot, McDaniels fait un peu ce qu'il peut, même si, comme tu l'avais dit, bah il est trop Game léger. 1, il a fait le boulot. Et Ah oui, 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 il est trop léger, ouais, il est effectivement. ça, On l'avait évoqué, ouais. tout à fait, et c'est tout à fait juste. Mais Alexander Walker, par exemple, il est en galère en sortie de banc. Et bon, enfin, il y a beaucoup de choses en fait qui font. Il y a plein de petits détails qui font qu'aujourd'hui, bah, en fait, presque quand on voit tout ce qu'on liste là, on pourrait presque croire que les matchs ne sont pas serrés. Et c'est ça qui est fou en fait, c'est que malgré tout ça, les matchs sont très serrés, mais la capacité qu'a Dallas à faire perdre le fil à cette équipe de Minnesota au cours des matchs est absolument hallucinante. Et c'est fou parce que Mhm. la demi-finale face aux Nuggets nous avait pourtant donné l'impression que ces Wolves-là, c'était une équipe qui était très sûre de ses forces, qui paniquait pas, qui avait un cadre très bien défini, des repères suffisants. Mais en fait, là, c'est l'inverse qui se passe. Et la sensation qu'on a, c'est vraiment qu'au fil des cartons, les choses deviennent de plus en plus compliquées et qu'ils trouvent pas les clés. Et d'ailleurs, on peut même se demander si les clés existent, parce que quand tu analyses les matchs et que tu regardes les stats avancées, tu te rends compte que rien ne les sauve. Ils sont à droit à 3 points, défaite. Ils dominent dans la raquette adverse, défaite. Ils s'imposent au rebond, Mhm. défaite. Ils perdent quoi qu'il arrive à la fin. Oui, oui, et effectivement, je pense qu'après à tête reposée, on aura peut-être plus de facilité pour analyser cette série quand on aura le temps de vraiment revenir sur tout ce qui s'est passé. Donc, clairement, moi je pense que si Towns enfin, arrivait à répondre présent, ça changerait complètement la physionomie des matchs. Et, euh, et quand tu vois à quel point c'est serré, ben, très franchement, je pense que ça pourrait faire une grande différence. On peut dire aussi, tiens, Chris Finch a peut-être pas allé chercher plus d'ajustements sur ses effectifs. Oui, pourquoi pas. Ouais, il aurait peut-être pu changer ses combinaisons sur le terrain. Faudra voir le nombre de minutes allouées au fur et à mesure. Enfin, je sais pas quand est-ce que la série va se terminer exactement, mais on verra après l'allocation de minutes aux joueurs et combien de les différents 5 majeurs qui ont été utilisés et leurs résultats face à Dallas, enfin, face aux 5 de Dallas. On verra ça. Après, voilà, n'importe quel de ces matchs aurait pu tourner à la faveur de Minnesota. On aurait pu avoir une conversation totalement différente et dire à quel point les Wolves étaient formidables. Bon, Oui, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Là, tu as vu les Wolves qui ont commencé à faire un peu comme OKC, c'est-à-dire de fermer la. On en avait parlé toi et moi dans la rencontre, dans le duel face à OKC. La façon qu'ils avaient de défendre en essayant de montrer le plus possible de défenseurs dans la raquette afin d'empêcher Doncic de venir, de faire ses pénétrations et ses passes pour ressortir la balle, quitte à laisser le corner ouvert. Et à chaque fois, enfin, plusieurs fois, quand tu regardes les matchs, tu te rends compte que tu as, par exemple, Karl Anthony Towns qui va se retrouver à défendre sur deux joueurs. Euh, et souvent, c'est PJ Washington et Derrick Jones Jr.
Et je veux dire, quand tu fais cette stratégie-là, c'est que t'es vraiment en train de te raccrocher aux branches, quoi. Ouais. Ça, je l'avais déjà dit. Et OKC, franchement, je porte un tout autre regard sur la série d'OKC face à Dallas, maintenant que j'ai vu cette série avec Minnesota. Franchement, ils ont extrêmement bien joué OKC face aux Mavericks. Hmm. Et là, je vois pas trop quoi. Et toi, on parle de la construction de Dallas, de comment ils en sont arrivés là, et c'est génial le coup de maître qu'ils ont fait en faisant venir Gafford et et puis Jay Washington à l'intersaison, on en a déjà parlé. J'aimerais continuer quand même à appuyer sur le fait que Derek Lively, et j'espère vraiment qu'il va aller bien parce qu'il s'est pris un énorme coup à la tête. Ah bah, Il s'est pris entorse le, cervicale. Hein. il s'est pris le genou de Towns derrière le crâne. Apparemment, ça va bien. Il y a Wojnarowski et Chris Haynes qui ont dit que ça allait et qui devraient revenir. Peut-être pas pour le Game 4, mais à voir. Ouais. Rien n'est confirmé pour l'instant, mais que ça va aller. Il va pas être sorti sur plusieurs matchs, plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais je veux dire, le fait que ce gars-là soit sélectionné 12e de la draft et qu'il devienne le joueur qu'il est aujourd'hui, je veux dire, clairement, je vois pas qui aurait pu prédire un truc pareil. Qu'un rookie en finale de conf soit à ce point efficace sur toute une campagne de playoff, je vois pas qui aurait pu prédire un truc pareil. Je suis Très d'accord. clairement. Je suis d'accord, mais je pense que l'environnement contribue aussi beaucoup à ça. Tu vois, je pense que effectivement, personne n'aurait pu prédire ça, et il est extraordinaire, et ça tient aussi beaucoup au travail qu'il a accompli et au joueur qu'il est maintenant. Dans cette équipe, on a quand même, il y a un sentiment qui se dégage, qui est quand même, enfin, tu vois, par exemple, je suis désolé, mais pour moi, Kyrie Irving, il est hyper marquant de ce point de vue-là. Ce mec-là, je ne l'ai pas vu aussi épanoui sur un parquet depuis très, Mmh. très longtemps. Et quand tu écoutes Derrick Jones Jr. parler du duo Doncic-Kyrie Irving, c'est impressionnant parce que il explique en fait après le match 3 que ces deux mecs-là font toujours le bon choix et en fait qui rendent leurs coéquipiers meilleurs à chaque action. En fait, qui sont, si tu veux, que les décisions qu'ils prennent sur le parquet servent aussi d'enseignement à leurs coéquipiers pour comprendre comment se placer, quel mouvement faire, Mmh. etc., etc. Et je pense vraiment que la progression de ces mecs-là, parce que Daniel Gafford, c'est pareil, quand il arrive, ce mec-là, je dis pas que c'est un mauvais joueur du tout, mais Non, mais jamais on s'attend. il était enterré aux Wizards. Enfin, je Voilà. veux dire, le mec, il est au purgatoire de la NBA, quoi. Mais oui, voilà. Et aujourd'hui, quand tu vois ce qu'il fait en finale de conférence et qu'il va être en finale NBA, bah c'est remarquable. Et tout ça, c'est un travail collectif qui est de très très grande qualité. Et vraiment, je suis épaté par ce qui se dégage de cette équipe de Dallas. Mmh. Et vraiment grand coup de chapeau notamment à Kyrie qu'on a énormément critiqué ces dernières années et qui montre des choses. Même le Voilà. staff et tout, Mais franchement, tu ouais, vois, tout. Tyson Chandler, ils l'ont fait venir pour servir de mentor à Derek Lively depuis le début de la saison. Il a énormément bossé avec lui. Et c'est clair, leur rôle est très similaire dans cette équipe de Dallas. Tyson Chandler qui était, je le rappelle, champion avec Dallas en 2011 et Dirk Nowitzki et toute la clique. Très bonne décision. Et il y a autre chose qui me saute aux yeux maintenant. Quand j'entendais, alors je suis chiant, je vais vous reparler de Denver, mais qu'est-ce que vous voulez? On est fan ou on n'est pas fan, hein. Mais quand j'entendais Michael Malone dire ouais, on s'est fatigué à essayer de choper la première place de la conférence, bah tu vois, Dallas prouve que si ton système est sain, t'as un franchise player, on va dire capable de faire ce que fait Doncic, et Jokic est tout à fait de cette trempe-là, mec qui était 3 fois MVP, donc oui. Épuiser tout ton effectif pour essayer de choper cette première place, ça sert vraiment à rien, quoi. Ouais. Ils étaient cinquième, hein, Dallas. Ouais, Et oui, là, ils sont à une victoire d'atteindre les finales. Et après, on verra ce que ça donnera. Mais voilà. Alors, très franchement, Minnesota, ça me fait chier de les enterrer parce que 3-0, personne n'a remonté ça. Je vois pas comment c'est possible qu'ils remontent ça. Et en même temps, j'ai envie de dire que je serais pas absolument pas étonné qu'ils gagnent les 2 prochains matchs, par exemple, tu vois, parce que toutes les rencontres étaient tellement disputées, ils étaient tellement à 2 doigts d'y parvenir que voilà. Cette série est vraiment folle. ouais. Oui, 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 c'est ça. Alors, moi, ouais, c'est clair que j'espère que Minnesota peut encore faire douter Dallas. J'espère qu'ils peuvent éviter une fin trop violente parce que franchement, ils ont fait des playoffs incroyables
Et en plus, ce serait vraiment dommage d'abord qu'on ait 2 sweeps en finale de conférence, ensuite que leur saison se termine comme ça. Je pense qu'ils peuvent effectivement prendre des matchs. Ils ont montré qu'ils avaient quand même des ressources à la fois à la fois morales et à la fois en termes de basket pur sur ces playoffs pour gagner des matchs, c'est clair. Bon, en fait, voilà, il faut pas être trop dans la culture de l'instant et oublier ce que Minnesota a fait sur cette saison. C'est une saison qui est absolument phénoménale. Effectivement, comme toi, je les vois pas inverser le cours des choses. Ça me semblerait complètement hallucinant. Mais j'espère qu'ils pourront au moins sauver l'honneur et prendre un ou deux matchs. Ouais. Tu vas voir que Karl Anthony Towns va prendre feu. Arrête. Il va nous faire des matchs à 60 points. Je trouverais ça plus correct, presque plus crédible que Nasrid, par exemple, prenne feu et nous fasse des matchs à 40 points que Karl Anthony Towns le fasse. Je sais pas ce qu'il pense, Karl Towns, à chaque fois quand il fonce, la tête baissée, à essayer de faire ces espèces de flotteurs, ou je sais pas ce qu'il essaye de faire. Tu crois qu'il essaye de provoquer la faute, ou qu'est-ce qu'il fait, en fait? Je comprends pas. Est-ce que tu penses qu'il sait ce qu'il fait? Mais je sais pas, mais à chaque fois je suis là, mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Puis là, des fois, il fait des airballs, ça touche rien, ça part en contre-attaque derrière, t'es là, waouh. Chiffre de complètement dingo. On va terminer là-dessus. Le plus de dunks marqués sur alley-oop de tous ces playoffs pour l'instant. Je sais pas si t'avais vu ça, c'était pendant la diffusion du Game 3 l'autre jour entre Dallas et Minnesota. Dunk sur alley-oop, Dallas 45. Le second, devine qui c'est? Je sais pas. C'est Denver. Devine le chiffre de Denver. Le deuxième de. Donc, Dallas, ils ont 45. Ouais. Allez, dis-moi juste un chiffre, n'importe lequel. Allez, c'est pas grave si tu prends. 28. 9. Waouh! Ah ouais, j'étais loin. C'est n'importe quoi, je te dis. Tu sais que quand t'as commencé ta phrase en disant un petit chiffre dingue alors qu'on était en train de parler de Karl Anthony Towns, j'ai cru que t'allais me parler du chiffre cité par Towns. Je prends 1500 tirs par jour. C'est trop, Karl. Arrête. Va te reposer. Va te balader en forêt. Fais un truc. Aère-toi la tête. Mais ouais, non, cette équipe de Dallas, elle est incroyable. Et franchement, c'est quand même pas si fréquent de voir la meilleure défense de la saison se faire disséquer comme ça par un joueur. Ce que fait Luka Doncic fait ah oui, voilà, notamment dans les fins de match, c'est dingue. C'est Stephen A. Smith qui disait que Jalen Brunson, il aurait bien mis Jalen Brunson à la place de Luka Doncic dans la All NBA First Team. Je crois que c'est ça qu'il dit. Ouais, non, mais effectivement, je trouve qu'en ce moment sur les médias US, il y a un espèce de nationalisme bizarre là. C'est étonnant. On comprend bien les gars que vous êtes frustrés par la domination des joueurs non américains ces dernières années, mais enfin quand même, il faut raison garder et arrêter de raconter n'importe quoi. Et Luka Doncic est en train de leur rappeler. Jalen Brunson, draft 2018, 33e choix, pris au 2e tour. Luka Doncic, je le rappelle, pris en 3e position, transféré par Atlanta en échange de Trae Young à Dallas, qui avait le 5e choix. DeAndre Ayton, premier choix. Oh non, tu l'as dit. Ça fait mal. Non, mais je veux dire, plus les années passent, plus cette draft me paraît totalement folle et plus l'ignorance des Américains sur le cas de Luka Doncic est atroce. Elle est horrible, ouais. Oui, parce que autant ça devient indécent en fait le truc. Ouais, c'est ça. Parce que autant le cas Jokic, c'est différent. Tu vois, le début de carrière de Jokic, ça n'a rien à voir. Effectivement, tu peux pas t'attendre à ce que Jokic, au moment de sa draft, il devienne triple MVP, etc., etc. Autant Luka Doncic, je suis désolé, hein, mais faut vraiment rien piper au basket pour ne pas s'être rendu compte du fait que ce mec-là était un joueur. C'est plus que générationnel. Enfin, c'était n'importe quoi ce que ce mec-là faisait à 10 piges avec le Real. Et les Suns engagent le coach de la Slovénie, Koskorov, pour coacher l'équipe. Et les gars, ils prennent DeAndre Ayton malgré tout, quoi. DeAndre Ayton qui est aujourd'hui à Portland, qui s'est barré de Phoenix, la queue entre les jambes. Puis personne voulait de lui, le pauvre. Marvin Bagley, il saute d'équipe en équipe, il est échangé pour un paquet de chips et un sneakers. T'as Jaren Jackson Jr. qui est en 4e position. Ok, pourquoi pas, ça passe. Trae Young. Après, t'as Mohamed Bamba en 6e position. Wendell Carter Jr., Colin Sexton, Kevin Knox par les Knicks en 9e position. Sérieux, quoi.
Mikal Bridges aux Sixers qui vont l'envoyer à Phoenix en échange de Zaire Smith. T'as Chegidius Alexander qui est là, 11e position. Miles Bridges. Ensuite, t'as Jerome Robinson, Michael Porter Jr., Troy Brown Jr., Zaire Smith, donc Dante DiVincenzo 17e, Lonnie Walker 18e, Kevin Huerter 19e. Enfin bref, regardez ce truc, on marche sur la tête. Franchement, on marche sur la tête, quoi. Marvin Bagley, les Kings, Vladi Divac, quoi. S'il y a un mec qui devait être au courant de quelque chose, c'est lui, quoi. Il a été viré après ça. Bref. Ouais, non, effectivement, c'est incroyable que Doncic ait pas été first pick. C'est difficile de faire un coup plus sûr que lui, quoi. Ah oui, c'est clair, mais c'est absolument clair. Non, mais tout à fait, ce que tu viens de dire, et en fait, c'est pour ça que c'est hallucinant. Et c'est pour ça que c'est plus hallucinant qu'un Jokic qui est drafté beaucoup, beaucoup plus bas. C'est que Doncic, mais tu pouvais pas te planter. Tu ne pouvais pas. Ce mec-là dominait des adultes à l'âge de 17 ans. C'est dingue. Il était là à ricaner déjà dans la phase de tout le monde. Et puis toi, t'aurais eu un bac court à Phoenix, Devin Booker, Luka Doncic, t'imagines? Oh oula. Ça aurait évité à Booker de se faire humilier en 2022. Bref, toi, on va arrêter. Les amis, toi. Non, mais c'est vrai. Bah attends, humiliation. C'est factuel aussi. C'est pas mon avis. C'est ce qui s'est passé. Je suis désolé. Concrètement. Merci Charlie. Bah écoute, merci à toi, c'était un plaisir. Ouais, c'était cool. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler probablement des finales NBA, sauf si, je sais pas, non, logiquement ça sera bon, ça sera terminé d'ici là ou pas? Ouais, oui, quand même. Okay. Si c'est pas terminé, c'est que vraiment ces playoffs sont hors du temps et n'ont aucun sens. Voilà, exactement. Ouais. Chers auditeurs, donc à la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés, merci beaucoup de nous suivre, c'est vraiment un plaisir, voilà. Hebdomadaire d'être tous ensemble et de partager cette passion avec vous. Voilà. Et puis prenez soin de vous. Profitez bien des matchs là qui vont suivre. Et puis on verra bien l'affiche des finales. On sera là pour en discuter mardi prochain. À ciao. Bye bye.